Aujourd'hui, on va parler de néo-féodalité. Pourquoi ce sujet? Pourquoi aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un sujet qui est tombé dans pas mal de médias. Donc, on voit là techno-féodalisme, critique de l'économie, techno-féodalisme de Cédric Durand, techno-féodalisme. Voilà, comme par hasard, tout s'enchaîne. Alors, on voit dès 2021, mais il y a eu des sujets qui sont remontés d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi c'est remonté, ce genre d'informations. Et c'était pas Cédric Durand, en fait, qui en parlait. C'est que c'est une autre personne. Parce que c'était un terme anglais. Techno-féodal. Féudal. Euh, et ben voilà, c'est de Yanis. Ah ben il a sûrement sorti un livre, donc c'est pour faire un peu de la pub. The Rise of Techno-Fédéralism. Et on voit que ils font parler aussi de certaines personnes, donc on va le lire ensemble, hein. Mais effectivement, voilà, je ne le savais pas, mais c'est plutôt pour mettre en avant un livre paru le 28 septembre 2023, donc c'est il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour faire un peu de la pub. Voilà. Alors, qu'est-ce que une renaissance contemporaine de politique de gouvernance d'économie et de vie publique qui rappelle celle présente dans de nombreuses sociétés féodales, telles que l'inégalité des droits et des protections juridiques pour les gens ordinaires et pour la noblesse. Je pense que ça doit vous parler. Effectivement, on voit pas mal de choses qui se font actuellement qui peuvent laisser penser que certaines populations sont plus avantagées que d'autres. Et la classe moyenne commence à se diviser entre la classe un peu plus riche et la classe moins riche. Le concept de néo-féodalisme peut se concentrer sur l'économie. Parmi les problèmes prétendument associés à l'idée de néo-féodalisme dans la société contemporaine, il y a la stratification des classes, la mondialisation, la politique étrangère néo-conservatrice, donc on va le voir juste après, l'immigration de masse, l'immigration illégale, les politiques de frontières ouvertes, les sociétés multinationales et les néo-corporatistes. On va voir tous ces termes-là directement. Donc la mondialisation, c'est ce qu'on sait, ce que c'est, hein, c'est-à-dire euh, des mélanges entre. Alors, voilà, on va lire la définition, ce sera beaucoup plus simple que plutôt une interprétation, correspond à un libre-échange des marchandises, des capitaux, des services, des personnes, des techniques et de l'information au niveau mondial. La politique étrangère néo-conservatrice, donc néo-conservatisme ou néoconservatisme, est le courant de pensée politique d'origine américaine apparu à la fin du XXe siècle. Il s'agit d'une conception ayant émergé à l'opposition de relativisme culturel contre la et à la contre-culture de la nouvelle gauche. Relativisme culturel est l'idée que les croyances et les pratiques d'une personne doivent être comprises en fonction de sa propre culture. Les partisans du relativisme culturel ont également tendance à soutenir que les normes et les valeurs d'une culture devraient être analysées et évaluées à l'aide de normes et des valeurs de cette culture, selon l'idée. Le sens et la valeur des croyances et des comportements humains n'ont pas de référence absolue qui serait transcendante. Voilà le néoconservatisme, ce que ça signifie. Le néoconservatisme rejette le pacifisme, le cosmopolitisme, donc qui exprime la possibilité d'être natif d'un lieu et de toucher à l'universalité sans renier sa particularité. L'universalisme et le contractualisme. Donc l'universalisme, l'idée que les faits universels existent et peuvent être progressivement découverts. Et enfin, le contractualisme, courant de philosophie, qui pense que l'origine de la société et de l'État comme un contrat originaire entre les humains par lequel ceux-ci acceptent une limitation de leur liberté en échange de lois garantissant la perpétuation des la perpétuation du corps social. Voilà. On retourne dans le néo-féodalisme. Ensuite, les politiques aux frontières ouvertes, donc effectivement, est une frontière qui permet la libre circulation de personnes, donc c'est ce qu'on a au niveau de l'Union européenne, mais pas que.
il y a pas mal de visas qui sont autorisés, qui sont proposés, hein, dans différents pays. Les sociétés multinationales. Donc voilà, on en a énormément de ça. Et le néocorporatisme est un terme polysémique qui peut faire référence aux corporations, aux métiers organisés selon des règles, générant une hiérarchie entre maîtres, compagnons et apprentis, par exemple en France avant la Révolution française. Voilà. Donc c'est plutôt une hiérarchie entre maîtres, compagnons et apprentis qui sont des types de métiers particuliers. Alors, usage et étymologie. Au début du terme était utilisé à la fois comme une critique de la gauche et de la droite politique. Un premier exemple critique de la gauche est l'essai Néo-féodalisme de John Kennett. D'autre part, John Habermas a utilisé le terme réféodalisation dans son livre pour critiquer la privatisation et de la sphère publique issue des Lumières. Des Lumières est un mouvement philosophique, littéraire et culturel bourgeois que connaît l'Europe au XVIIIe siècle et qui se propose de promouvoir le rationalisme, l'individualisme et le libéralisme contre l'obscurantisme et la superstition de l'Église. Donc voilà, pour critiquer la privatisation de l'affaire publique issue des Lumières sous l'effet de la publicité et de la consommation de masse. Sans parler du néo-féodalisme en tant que tel, les commentateurs ultérieurs ont noté que ces idées sont similaires à l'idée du néo-féodalisme. Alors, énumérant le néo-féodalisme parmi trois autres variantes, par néo-féodalisme, Wilson faisait référence aux régions d'autarcie, avec une hiérarchie localisée et des biens de haute technologie disponibles uniquement pour l'élite. L'économiste Cédric Durand, professeur à l'université de Genève, donc en Suisse, utilise plutôt le terme de techno-féodalisme pour désigner ce qui sera, selon lui, la prochaine étape du capitalisme à l'époque féodale. Il s'agissait de contrôler la Terre. Aujourd'hui, il s'agit de contrôler les données et les capacités de traitement de celles-ci. Effectivement, on peut voir l'objectif, par exemple, de Google et des GAFAM, c'est surtout d'amasser une quantité de données pour pouvoir faire des sortes de schémas, des personas, et de pouvoir proposer des solutions pour tout le monde. Oui, parce que plus on a de données, plus on va pouvoir cibler à chaque fois chaque personne différemment et adapter un peu notre communication et nos produits. Comme ça, les personnes restent que dans une entreprise, ce qui engendre encore plus de profit, etc. Et donc, qui dit plus de profit, dit plus de pouvoir. Dans le capitalisme techno-féodal, les entrepreneurs de la Silicon Valley investissent massivement, non pas pour produire de tels biens et services, mais pour bâtir des infrastructures informationnelles, des moyens de coordination et d'organisation. Elles ordonnent la rencontre de l'offre et de la demande, elles permettent, par l'analyse des données, d'anticiper les comportements des individus, etc. Et elles se rendent indispensables aux entreprises classiques pour organiser leur activité. La course au contrôle remplace donc la course à la production. Au lieu de viser un profit sur des produits, on recherche, comme les seigneurs d'autrefois, à contrôler l'activité sociale pour prélever de la rente. Et oui, effectivement, puisque plus on a d'utilisateurs et plus on couvre un large spectre de produits, plus les personnes vont utiliser nos services. Mais les personnes ne sont pas forcément au courant qu'ils utilisent tel ou tel produit qui appartiennent à la marque. Donc, ce qui fait que on amasse une quantité de données, une quantité de clients, et on les fidélise. Je prends un exemple, tout simple, tout bête. Vous voulez aller chercher un produit, une crème. Vous voulez pas du L'Oréal, vous prenez une autre marque, genre Gemay Line. C'est de la même boîte. Et ça, c'est pas toujours su parce qu'ils en ont un panel, une cinquantaine, voire plus. Donc, on va dire pour Google, ils se diversifient sur d'autres produits qui sont beaucoup plus pour les entreprises. Et ils essaient de couvrir un large spectre. Pareil, Microsoft, ils font la suite Office, donc il y a du Power BI qui est plutôt tourné analyse de data. Ils vont sur d'autres suites qui sont beaucoup plus tournées pour les étudiants aussi. Bref, c'est vraiment un large spectre qu'ils essaient de faire venir. Et Apple, n'en parlons pas, c'est pareil. Gouvernance privatisée. Selon les
Johnston. L'approche théorique du néo-féodalisme de Clifford Shearing a été influente. Shearing utilise ce terme dans un sens limité pour attirer l'attention sur l'émergence de domaines de propriété privée de masse qui sont fermés de diverses manières. Lucia Zedner répond que cette utilisation du néo-féodalisme a une portée trop limitée. La comparaison de Shearing n'établit pas suffisamment de parallèles avec la gouvernance antérieure. Zedner préfère des approbations plus définitives. Le néo-féodalisme implique un ordre défini par des intérêts commerciaux et administrés dans de vastes zones. Qui soutient que cela ne décrit pas pleinement l'étendue de la coopération entre les services de police étatiques et non étatiques. L'importance de la comparaison avec le féodalisme pour Andy Weir et machin, et que les entreprises ont un pouvoir similaire à celui des États. De même, Sigarnickel a soutenu la montée en puissance du capitalisme basé sur les marchés financiers à la fin du XXe siècle, qui a représenté une reféodalisation de l'économie. L'élargissement de l'écart de la richesse, étant donné que les personnes pauvres et marginalisées sont exclues de la fourniture de sécurité par l'État, peut entraîner un néo-féodalisme qui dit que cela s'est déjà produit en Afrique du Sud. Le néo-féodalisme est rendu possible par la marchandisation de la police et signifie que la fin de la citoyenneté partagée. L'une des principales caractéristiques du néo-féodalisme est que la vie publique des individus est de plus en plus gouvernée par les sociétés commerciales. Et c'est exact. Le néo-féodalisme apporte une approche différente de la gouvernance puisque les sociétés commerciales en particulier ont un besoin spécifique de réduction des pertes. Dans la culture populaire, dans le sillage de la crise financière de 2008, donc la crise financière de 2008, marquée par la crise de liquidité et parfois par des crises de solvabilité, tant au niveau des banques que des États, et une raréfaction du crédit aux entreprises. Elle trouve son origine dans le dégonflement de bulles de prix, donc les bulles de subprime, et la perte importante des établissements financiers provoqués par la crise des subprimes. Voilà. Donc c'est pas si vieux que ça, ça a même pas 20 ans, la crise des subprimes. Et donc, dans le sillage de la crise financière de 2008, le milliardaire technologique basé à Seattle, Nick Hanauer, a déclaré clairement, alors Nick Hanauer, j'aimerais bien savoir qui c'est, page inexistante, dommage, a déclaré clairement que notre pays, c'est-à-dire les États-Unis, est en train de basculer sur une société capitaliste à une société féodale. Des idées similaires se retrouvent dans certaines fictions anglophones, par exemple la série de romans Dune de Frank Herbert, donc, très connu, Dune, qui se déroule dans un avenir lointain avec un empire galactique néo-féodaliste, connu sous le nom de l'Imperium, après le djihad bulltérien, qui interdit toutes sortes de technologies de la machine à penser, même ses formes les plus simples. Donc il y a pas mal d'autres choses qu'il faudrait voir en lien avec ça. Je pense qu'on va les lire. Le féodalisme, souvent associé à la féodalité, toutefois, si les deux termes ont été créés par des historiens et employés un temps pour marquer le mépris d'une période antérieure, le terme féodalisme est plus récent. Il apparaît au XIXe siècle et désigne le mode de production qui succède à l'esclavagisme de l'Antiquité et précède l'économie capitaliste. Ce mode de production pour les marxistes, caractérisé par la prééminence de la campagne sur ces villes, avec une classe de propriétaires terriens exploitant une masse de paysans et de serfs. Donc les serfs, supplémentaires relatives à l'abolition de l'esclavage des Nations Unies, concernant aussi le sevrage comme la condition de quiconque est tenu par la loi de coutume encore de vivre et de travailler sur une terre. En théorie, libre, mais néanmoins attaché juridiquement à la terre qu'il cultive. À la différence des sociétés, le type dit asiatique, bon je pense que là on va partir sur un terme un petit peu trop complexe, mais on va pas y aller. Le néotribalisme est un concept sociologique qui postule que la société postmoderne est caractérisée par un retour des sociétés de nature tribale et par un déclin de l'individualisme dans les sociétés de masse. Ça, c'est une très bonne chose.
L'individualité, c'est quelque chose qui est plutôt néfaste, hein. C'est-à-dire chacun pense à son nombril. Heu, il vaut mieux partir sur des sociétés où, on est tous conscients que l'autre est plutôt, mal, et essayer de trouver des solutions pour que tout le monde puisse, vivre ensemble. Voilà. Alors que l'individualisme, c'est quand même assez dangereux. A été le premier à utiliser le terme néotribalisme dans un contexte universitaire, considère que les matières penser des évolutions de la société future et de substituer aux trois notions qui caractérisent la modernité: l'État-nation, l'institution, le système idéologique, un certain retour au local, l'importance de la tribu et le bricolage mycologique, non, non, oubliez ça. Mycologique, c'est plutôt pour les bactéries. Néo-réactionnaire, dite des Lumières sombres, est une pensée de mouvement politique antidémocratique, anti-égalitariste et anti-progressiste, euh, et préconise un gouvernement monarchique afin de promouvoir une autre sorte de société ouverte, s'inspirant de l'économie autrichienne, de la théorie élitiste et de la tradition réactionnaire. Ok, je découvre un terme, néo-réaction. C'est particulier. Euh, Notamment les États-Unis, est gouverné par des élites progressistes qui conduisent à une culture universaliste afin de renforcer leur pouvoir. Le régime universaliste démocratique est inefficace, incapable de comprendre la réalité et condamné à s'effondrer dans le chaos. Il y a peut-être du vrai. Il y a peut-être du vrai là-dedans, hein, complètement, hein. On voit que vers là où ça nous tend, avec l'ultra-pollution, l'ultra-production, etc., on va sombrer dans la pollution, et c'est pas forcément une très bonne chose. Donc il faut voir, il y a plusieurs différents mouvements de pensée qui s'entrechoquent, et à savoir laquelle va exister. Voilà. C'est très très intéressant parce que là, ça amène carrément même sur de la philosophie, hein. L'hebdomadaire conservateur L'Incorrect définit la néo-réaction comme un courant de pensée au croisement de l'ultralibéralisme économique, de l'alt-right et de la monarchie absolue. Alors, ultralibéralisme économique, principalement utilisé en France, désigne une doctrine prônant le libéralisme absolu selon les différentes conceptions que les utilisateurs. Ouais, l'ultralibéralisme, on va dire, c'est par exemple, la SNCF à se débrouiller, on va les laisser utilisateur ou libéralisme, soutien ou non de l'État. Terme pouvant logiquement désigner le libertarianisme, en particulier l'anarcho-capitalisme, car il est utilisé comme slogan politique. Ouais, effectivement, lorsqu'il prône une déréglementation de certains marchés. Bon, on va aller dans des choses qui sont un petit peu trop complexes là aussi. L'alt-right, qu'est-ce que c'est que ça, l'alt-right? Droite alternative américaine, bon, on va pas y aller non plus, là c'est trop politique. Et la monarchie absolue, liée aux réactions de régimes politiques centraux, généralement monarchiques, visant à l'affranchissement des contrepoids liés aux premières formes de séparation des pouvoirs qui ont suivi les formes consultatives. Pendant la néo-réaction se différencie de la right en cela que la right est populiste et anticapitaliste, alors que quand la philosophie néo-réactionnaire est élitiste et prône un capital débridé. Un terme très très compliqué, je pense que on peut le mettre de côté. Et enfin, anarcho-capitalisme, on est vraiment sur quelque chose d'encore plus complexe, parce que déjà c'est anarchique, hein, anticommunisme, est inspiré du libéralisme philosophique selon lequel l'existence de l'État est illégitime et inutile. Ce courant est une branche du libertarianisme, différent du minarchisme, qui soutient quant à lui l'existence d'un État minimal pour tous. Libertarianisme, aussi appelé libertarianisme, est une philosophie politique développée aux États-Unis. Elle repose sur l'idée qu'une société juste respecte et protège la liberté de chaque individu. Ok. Oui. Sur le papier, ça devrait. Mais oui, effectivement, on voit que ça peut être plus compliqué. Voilà, il y a pas mal de termes et de courants. Je ne dirais pas que c'est bien, pas bien, c'est juste un fait. C'est existant. Chacun se représente dans un courant. Et certaines fois aussi, on est amené à penser parce que
certains médias aussi veulent que nous pensons aussi d'une certaine façon. C'est existant, ça fait partie aussi de la communication. Hein. Quand vous regardez des pubs, c'est aussi pour dire, bah, essayez de venir et acheter un peu voilà, c'est pour faire de la communication et pour faire adhérer une personne qui ne l'aurait peut-être pas été à une idée, à un produit. Et on est un peu dans le même sujet. Sauf que là, c'est politique. Et même philosophique. Oui, donc je pense que on va arrêter le sujet là-dessus. On est quand même sur un thème pointilleux qui peut remettre en question pas mal de choses et qui peut faire surtout réfléchir à pas mal de choses derrière. Euh, Franchement, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup apprendre ce genre de choses. Il faudra qu'on le complète, hein, on pourra le compléter. C'est un terme quand même très donc philosophique, hein, sur la remise en question de l'actuel, qui peut amener des questions sur pas mal de choses, de la surproduction, de comment les sociétés vont devenir, comment l'individu va exister dans un monde où les entreprises vont être reines, comment aussi la différence entre riches et pauvres va se faire. Est-ce que ça a tendance à s'écarter selon les pays, hein, forcément, plus ou moins selon les pays, ça va être plus ou moins probant. La France a tendance peut-être comme ça, à l'état comme ça visuel, effectivement de favoriser un peu plus les riches. Mais dans les faits, je ne sais pas. Il faudrait s'en assurer. Voilà, je n'ai pas de données, je n'ai pas d'analyse, je ne peux pas le faire, je ne sais pas le faire. Euh, mais ça peut être possible. Voilà. En tout cas, très intéressant, sujet très très intéressant. Je suis ravi de l'avoir découvert avec vous.